Le hurlement du berger allemand déchira le silence solennel du funérarium de Riverside comme une sirène dans la nuit. Max se tenait là, raide comme la justice, le poil hérissé, tout son corps puissant frémissant, alors qu'il fixait le cercueil en acajou du chef de police Richard Harrison. Ses aboiements désespérés résonnaient contre les murs, étouffant les prières du pasteur et couvrant les sanglots contenus des personnes en deuil. « Quelqu'un peut faire sortir ce maudit chien d'ici » tonna le sous-chef Parker, le visage écarlate de fureur. « Montrez un peu de respect ?» Le détective Michael Carson observait la scène tandis que deux officiers essayaient de maîtriser Max. Mais le chien se libéra, fonçant sur le cercueil avec une telle énergie que les compositions florales vacillèrent. Plusieurs personnes poussèrent des cris étouffés. Sarah Harrison, la veuve du chef, porta une main tremblante à sa bouche. Max n'agissait pas seulement par chagrin. Carson connaissait ce chien. Il l'avait vu sur d'innombrables scènes de crime et reconnaissait clairement un comportement d'alerte. Ce n'était pas un deuil, c'était un avertissement. Quand Max bondit soudain sur le cercueil, s'acharnant sur la doublure de soie à coups de dents, ce fut la panique. Les gens se précipitèrent pour le retenir. Carson, pétrifié par une prise de conscience aussi glaciale qu'immédiate, leva la main pour interrompre ceux qui voulaient repousser l'animal. « Attendez !» lança-t-il d'une voix ferme. « Ouvrez-le. Ouvrez ce cercueil tout de suite. » Dans le silence stupéfait qui s'ensuivit, seuls les grondements persistants de Max brisaient la tension. Ce qui arriva ensuite entrait à jamais chaque personne présente dans cette pièce. Laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire en précisant la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, poursuivons l'histoire. Le détective Michael Carson avait passé 23 ans au sein du service de police de Riverside, dont 15 sous la direction de Richard Harrison. À 46 ans, son visage portait les marques d'un homme ayant trop vu. Des rides gravées par autant de rire que de peine, des cheveux poivre et sel coupés ras, façon militaire, et surtout ce regard bleu vif qui ne laissait rien échapper. 3 ans auparavant, Carson avait perdu sa femme Emma, emportée par un cancer de l'ovaire. Depuis, il vivait seul dans une maison bien trop grande et silencieuse. La plupart des habitants de Riverside ignoraient toutefois le lien plus personnel qui unissait Carson au chef Harrison. Bien avant la carrière policière de Carson, alors que celui-ci n'avait que 16 ans et qu'il s'était fait pincer en train de cambrioler une supérette, c'est l'officier Harrison qui l'avait intercepté. Il avait repéré quelque chose de précieux chez ce jeune homme en colère et, au lieu de l'envoyer directement en centre de détention, l'avait emmené dîner chez lui. Il le présenta à Sarah Harrison et devant un plat de pain de viande et de purée, lui proposa un arrangement. Quelques travaux d'intérêt général et des rencontres de suivi au lieu d'une punition pénale. Cette nuit-là avait changé la trajectoire de vie de Carson pour toujours. « Tu as de bons instincts, fiston », lui avait dit plus tard Harrison alors que Carson venait de devenir détective. « Fais-leur confiance, même si tout le monde te certifie que tu as tort. » Richard Harrison était une figure incontournable de Riverside depuis plus de 30 ans. À 58 ans, il imposait toujours le respect avec son mètre 90, ses épaules larges et cette posture martiale qui n'exigeait qu'un seul regard pour qu'on comprenne qui commandait. Ses cheveux gris acier et sa barbe taillée encadraient un visage réputé pour sa droiture et sa bienveillance, même si les rides autour de ses yeux montraient qu'il pouvait aussi redevenir grave en un instant. Lui et sa femme Sarah n'avaient jamais eu d'enfant, non par choix, mais parce que Sarah avait vécu 3 fausses couches très tôt dans leur mariage. Ainsi, tout l'amour qu'il rêvait de donner à des enfants fut offert à la communauté et à Max, le berger allemand qui avait d'abord été le chien policier de Harrison avant de devenir, à la retraite de l'animal, un véritable membre de la famille. Max était entré dans la vie de Harrison 7 ans plus tôt lors d'une descente qui avait mal tourné. L'explosion déclenchée par les trafiquants de drogue avait tué le maître chien précédent et laissé Max grièvement blessé. Harrison, présent lors du raid, était resté avec l'animal durant toute sa convalescence et ils avaient noué un lien indéfectible. Une fois déclaré inapte au service en raison d'une perte auditive à une oreille, Max était retourné vivre définitivement chez les Harrison. Sarah Harrison, 56 ans, était aussi compatissante que son mari, dotée d'une force tranquille remarquable. Ses cheveux auburn, désormais parsemés de mèches argentées, rappelaient à ceux qui la connaissaient qu'elle avait passé 28 ans à enseigner en classe de CE2 à l'école de Riverside. Plusieurs de ses élèves, passés ou présents, assistaient d'ailleurs aux funérailles, serrant contre eux leurs petits mots ou cartes confectionnées à la main.
Le sous-chef William Parker, 49 ans, secondait Harrison depuis 8 ans. Ses ambitions n'étaient un secret pour personne. C'était un homme plutôt mince, toujours impeccable, tiré à 4 épingles, avec une coupe de cheveux blonds ciselée à la perfection et un sourire de politicien. Respecté certes, mais jamais autant aimé que pouvait l'être Harrison. La docteure Elizabeth Miller, examinatrice médicale du comté, se tenait à l'écart des autres personnes présentes, observant le cercueil, et Max avec un air analytique. À 38 ans, elle était encore relativement nouvelle à Riverside, mais s'était rapidement imposée par son sens pointu du détail. Quelque chose, dans le rapport de décès du chef Harrison, la troublait depuis le début. Riverside elle-même traversait une période de bouleversement. Ancien bastion industriel de 75 000 habitants, la ville avait souffert de la fermeture de plusieurs usines, et la crise des opiacés y avait amené son lot de violence et de détresse. Harrison était justement en train de mener une vaste enquête sur un réseau de trafic. Les rumeurs disaient qu'il existait des ramifications au plus haut niveau du pouvoir local. Maintenant que les aboiements de Max résonnaient en plein funérarium, les fils de la loyauté, de la suspicion et des secrets commençaient à se défaire bien plus vite que quiconque n'aurait pu le prévoir. Le coup de téléphone était arrivé à 18h42. Carson, courbé sur ses dossiers dans son bureau exigu, avait senti son téléphone vibrer près de sa tasse de café. C'était l'agent Jenny Ramirez, la voix tremblante. « Détective Carson, c'est à propos du chef Harrison ?» Elle s'interrompit, la gorge nouée. « Il est parti. Une crise cardiaque, apparemment. Chez lui. Sarah l'a trouvé sur le canapé quand elle est rentrée des courses. » Ces mots avaient frappé Carson comme autant de coups de massue. Sa main s'était crispée sur le téléphone jusqu'à ce que ses jointures pâlissent. Le chef Harrison mort, cet homme tenait de la force de la nature. Il courait encore 8 km chaque matin et plaisantait la veille avec Carson sur le fait qu'il ne pensait pas prendre sa retraite avant une bonne décennie. « C'est impossible », protesta Carson, presque en pilote automatique. « Je l'ai vu ce matin, il allait très bien. Je suis désolé, monsieur, mais les ambulanciers l'ont confirmé il y a environ 1 heure. Ils ont déjà emmené son corps au funérarium de Riverside. Madame Sarah a demandé qu'on organise les choses au plus vite. » Les pensées de Carson s'étaient alors précipitées sur leur dernière discussion. Ils avaient pris un café ce matin même, à 7 heures, pour parler de cette affaire de trafic de drogue dans l'est de la ville, enquête dont le chef s'occupait personnellement. Harrison semblait préoccupé. Il lui avait même donné rendez-vous pour le lendemain, en lui intimant de ne le dire à personne, mais pas même à Parker. Carson se revoyait encore lui demander s'il existait des menaces particulières ou des choses anormales. Il s'était déjà levé pour attraper sa veste. « Non, monsieur, mais c'est le sous-chef Parker qui gère tout ça maintenant. Il m'a demandé de prévenir tous les officiers supérieurs et d'accélérer les démarches pour Madame Harrison. » La hâte avec laquelle on s'employait à enterrer Harrison tracassait Carson. En temps normal, pour n'importe quel policier décédé en service ou pas, on procédait à un examen approfondi. Qui a prononcé sa mort? La docteure Miller est-elle intervenue? Je ne crois pas. Les ambulanciers ont jugé que c'était clairement une cause naturelle. Quand Carson arriva au funérarium de Riverside, le parking était déjà à moitié rempli de voitures de patrouille. Le bâtiment victorien, imposant avec sa façade sombre et ses jardins impeccables, avait déjà accueilli les funérailles de 3 officiers au cours de la carrière de Carson. Mais jamais il n'aurait imaginé assister à celle de Harrison. À l'intérieur, la grande salle de recueillement avait été préparée à la hâte. Le corps de Harrison reposait dans un cercueil ouvert, vêtu de son uniforme de cérémonie, les médailles brillant sous l'éclairage tamisé. Sarah, assise tout près, était entourée par des épouses d'officiers. Elle avait le visage livide, un air absent, jusqu'au moment où elle aperçut Carson. Quelque chose traversa son regard, peut-être de la reconnaissance ou simplement un soulagement face à un visage familier dans la peine. « Michael » murmura-t-elle alors qu'il s'agenouillait à ses côtés. « Merci d'être venu si vite. Sarah, je suis tellement désolé. » Il sentit l'ineptie de ces mots futiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin encore, il était en pleine forme. Un voile sombre passa dans les yeux de Sarah. Ils disent que son cœur s'est arrêté, mais Richard était solide comme un roc, tu le sais? Il a passé un examen médical le mois dernier et tout était parfait. Elle baissa alors la voix. Il travaillait tard ces derniers temps, très tard, sans jamais me dire pourquoi. Il était inquiet, je le voyais bien. Carson hocha la tête, enregistrant chaque détail. Où est Max? À la maison. Parker a suggéré qu'il n'avait rien à faire ici. Mais je n'ai pas supporté l'idée de le laisser seul. Ma voisine est en train de l'emmener. Comme pour illustrer ses propos,
la porte du funérarium s'ouvrit sur une femme menue, aux prises avec la laisse de Max. L'attitude disciplinée habituelle du chien disparut dès qu'il entra dans la pièce. Il s'immobilisa, oreille pointée, avant de se ruer vers le cercueil en gémissant. « Je suis vraiment désolé », s'excusa la voisine. « Il est incontrôlable. » Carson prit la laisse. « Je m'en occupe. » Sitôt Carson aux commandes, le comportement de Max s'intensifia. Il ne cessait de fixer le cercueil en poussant des aboiements courts, presque fébriles, qui résonnaient dans la salle. Devant ce vacarme, plusieurs personnes endeuillées reculèrent, inquiètes. « Détective, calmez ce chien s'il vous plaît » intervint le sous-chef Parker, surgissant aux côtés de Carson d'un ton sec. « C'est absolument déplacé. » William Parker avait toujours semblé un homme méticuleux, mais ce jour-là, son uniforme impeccable et son apparence trop rigide tranchaient étrangement avec l'émotion générale. C'était le chien de Harrison, Bill. Il a le droit d'être là. Il perturbe la cérémonie et aggrave la peine de Sarah. Sortez-le, bon sang. Carson n'obtempéra pas. Il s'agença plutôt pour mieux scruter le comportement du chien, notant chaque détail. Max n'était pas simplement bouleversé, il était en mode alerte, tel qu'il avait été dressé à le faire devant un danger potentiel ou une preuve dissimulée. « Il y a un problème », grommela Carson pour lui-même. « Le seul problème, » répondit Parker d'un ton sifflant, « c'est que tu laisses un animal semer le désordre dans l'hommage au chef Harrison. » De l'autre côté de la salle, la docteure Elizabeth Miller venait d'entrer discrètement. Carson remarqua que Parker n'appréciait guère sa présence. « Est-ce qu'on a appelé Miller pour examiner le corps ?» demanda Carson. « Inutile, les ambulanciers ont conclu à une crise cardiaque. Pour un chef de police, on devrait tout de même pratiquer une autopsie. » La mâchoire de Parker se crispa. Sarah a refusé. Elle ne veut pas qu'on inflige ce genre de procédure à Richard, question de respect pour son corps. Mais déjà les aboiements de Max redoublaient. Le chien se jeta contre le cercueil avec une vigueur telle que Carson faillit être emporté. Plusieurs officiers se précipitèrent pour le maîtriser. « Sortez-le immédiatement ou je le fais dégager de force » aboya Parker. À contre-cœur, Carson entraîna Max vers le hall sous les regards sidérés. Le chien luttait comme si quelque chose dans ce cercueil le rendait fou. Dans le lobby, la docteure Miller attendait. « Ce comportement est étrange, non ?» fit-elle remarquer. « Vous aussi, vous le ressentez ?» Elle hocha la tête. « Je n'ai pas été appelée officiellement, mais cette mort subite chez un homme aussi sain que Harrison, ça ne colle pas. Vous pourriez l'examiner, pas sans autorisation. Parker ne semble pas disposé à l'accorder. En plus, la cérémonie est déjà prévue demain matin. Vous ne trouvez pas que c'est un peu rapide ?» Carson acquiesça, le cerveau en ébullition. Max ne cessait d'aboyer en direction de la salle de recueillement, comme pour avertir d'un danger invisible. « Je reste cette nuit », déclara finalement Carson. « Le personnel du funérarium sera là, mais je veux qu'un officier monte la garde. Parker n'acceptera jamais. Je ne lui demande pas son avis. » La nuit tomba sur Riverside. Carson s'installa dans un siège inconfortable d'une petite pièce attenante au funérarium, Max couché à ses pieds, toujours sur le qui-vive. Ni l'homme ni le chien n'imaginaient une seconde à quel point, au lever du soleil, tout basculerait définitivement. Vers minuit, le bâtiment devint silencieux comme une tombe. Les employés s'étaient retirés dans leur quartier, dans un bâtiment adjacent. Carson restait seul avec Max dans la salle faiblement éclairée où trônait le cercueil désormais refermé par respect pour la nuit. Dehors, la pluie commença à tomber, les gouttes venant cogner les hautes fenêtres comme de petits doigts impatients. Carson avait choisi une position lui offrant une vue dégagée sur le cercueil du chef Harrison et Max, après s'être agité, sembla enfin somnoler, mais d'un sommeil nerveux. Toutes les 10 minutes, il redressait la tête, oreille mobile en direction du cercueil, lâchant un gémissement grave avant de se calmer à nouveau. Carson, la main posée machinalement sur la tête du chien, laissait ses pensées dériver vers tout ce que Harrison avait pu lui cacher. L'enquête sur le trafic de drogue dans l'Est, les rendez-vous nocturnes, l'air préoccupé qu'il affichait parfois. Vers minuit 17, Max bondit soudain, le poil hérissé, grondant si fort que Carson attrapa son arme par réflexe. Le chien fixait un coin sombre de la pièce, là où la lumière n'atteignait pas. « Qui est là ?» lança Carson d'une voix forte. « Police, montrez-vous !» Pas de réponse, uniquement la pluie qui s'intensifiait. Max ne cessa pas de gronder, se plaçant même devant Carson, décidé à défendre son maître d'un éventuel intrus. « Haut les mains, je suis officier de police. Identifiez-vous immédiatement. » Il vit alors une ombre se détacher un peu de l'obscurité. Un homme de taille moyenne, manteau long et chapeau rabattu, se montra. « Pardonnez-moi, détective.
Je ne voulais pas vous effrayer, dit l'inconnu d'une voix posée, au léger accent indescriptible. Je suis un vieil ami de Richard. Je voulais lui rendre un hommage privé. Les heures de visite sont terminées depuis 21 heures, répliqua Carson tout en notant que le chien continuait de grogner. Et je n'ai entendu aucune porte. La jeune femme à l'accueil a eu la gentillesse de me laisser entrer par une porte latérale. L'homme fit un pas puis s'arrêta en voyant que Max grondait de plus belle. On dirait que le chien de Richard se souvient de moi. Pas en bien, à ce que je constate. Votre nom ? James Marshall. Richard et moi avons servi ensemble il y a plusieurs années. Je voyage beaucoup à l'étranger et j'ai appris la triste nouvelle en passant par Riverside. Carson le dévisagea. A priori, pas de menace évidente, mais son instinct lui soufflait qu'il y avait quelque chose d'anormal chez cet individu qui, malgré un port très droit, semblait jeter trop souvent des regards nerveux vers le cercueil. Bizarre. Harrison n'a jamais mentionné de James Marshall. Nous nous sommes perdus de vue. Comme je vous disais, mes affectations à l'étranger. Marshall chercha quelque chose dans sa poche. Immédiatement, Max se remit à aboyer. « Montrez vos mains », ordonna Carson. L'homme sortit lentement une carte de visite. « Juste mes coordonnées, détective. Au cas où vous voudriez que nous parlions de l'héritage de Richard », il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un bruit, léger mais distinct, retentit en provenance du cercueil, comme un coup sourd. Max, instantanément, fonça vers la dépouille, griffant frénétiquement le bois en aboyant comme un forcené. Le visage de Marshall se décomposa. Sans un mot, il se retourna et disparut par la sortie de service dans la nuit pluvieuse. Carson, le cœur cognant, rejoignit Max essayant de calmer le chien. Avait-il vraiment entendu ce bruit ? Sa raison lui disait qu'il devait sûrement être victime de son deuil et de sa fatigue. Mais le comportement de Max, lui, n'en démordait pas. Le reste de la nuit s'étira interminablement. Carson tenta de joindre la Dr Miller sans succès. Il envisagea d'appeler Sarah, mais ne voulut pas la perturber davantage si tout cela n'était qu'une illusion. Il prit toutefois des notes sur cette mystérieuse visite de James Marshall et ne quitta pas Max des yeux, veillant comme un chien de garde. À l'aube, le personnel du funérarium arriva pour préparer la cérémonie de 10 heures. Ils jetèrent des regards perplexes à Carson et Max, toujours là depuis la veille. Sarah arriva vers 8 heures, accompagnée de sa sœur et du sous-chef Parker, dont l'air se durcit en voyant Carson. « Vous êtes resté toute la nuit ?» s'étonna Sarah, posant une main reconnaissante sur l'épaule de Carson. « Je tenais à ce que tout se passe bien », répondit-il sans mentionner la visite nocturne. Max aussi était très agité. Parker s'immisça. « Il faut renvoyer ce chien. On ne veut pas revivre la scène d'hier. » Mais Sarah refusa catégoriquement. « Max reste. Richard y tenait trop. » Pendant que chacun se préparait, Carson remarqua que Parker vérifiait sa montre sans cesse, s'entretenant à voix basse avec le directeur du funérarium pour accélérer les choses. Peu à peu, les gens affluèrent, officiers en tenue d'apparat, élus municipaux en costumes sombres, simples citoyens reconnaissants envers Harrison. Tous s'installaient, le cœur lourd. La Dr Miller fit une entrée discrète, s'asseyant au fond après avoir échangé un bref regard avec Carson. À 9h45, le directeur du funérarium vint avertir Sarah qu'il était temps de se préparer pour l'office et le départ vers le cimetière. Les 6 porteurs, dont Carson, se rapprochèrent du cercueil. Max, remarquablement calme jusque-là, se remit à aboyer, cette fois de manière paniquée, comme s'il pressentait une catastrophe. « Contrôlez ce chien, bon sang !» s'énerva un conseiller municipal âgé. « Je vous avais prévenu, Carson !» lâcha Parker en avançant. Vous devez le sortir, immédiatement. Mais Max parvint de nouveau à se dégager, se jetant de toutes ses forces sur le cercueil, refermant ses mâchoires sur la soie qui drapait un des côtés et la déchirant d'un coup sec. Des cris retentirent. Des gens se levèrent brusquement. Sarah semblait pétrifiée, la main plaquée contre sa bouche. « Stoppez-le !» hurla Parker, déjà la main sur son arme de cérémonie. « Attendez !» cria Carson, s'interposant pour protéger le chien. « Écoutez-moi tous. Il se passe quelque chose d'anormal. La seule anomalie, rugit Parker, c'est toi qui laisses ce chien profaner la mémoire du chef Harrison. » Carson se tourna vers l'assemblée, le visage grave. Max essaie de nous dire quelque chose. Harrison l'avait dressé lui-même et jamais il ne se comporterait ainsi sans raison. « Michael, qu'est-ce que tu insinues ?» demanda Sarah d'une voix blanche. Carson prit une profonde inspiration, conscient qu'il risquait sa carrière, voire plus. « Je crois qu'il faut ouvrir ce cercueil maintenant. » Un concert de murmures choqués parcourut la salle. Parker se plaça entre lui et la dépouille. « C'est une absurdité totale. Tu bafoues l'honneur d'Harrison sur un simple comportement canin ?» Richard répétait souvent que Max percevait des choses que nous,
humain, ne pouvions détecter, intervint Sarah soudain plus ferme. S'il y a le moindre doute, je veux qu'on l'ouvre. Sarah, tu es sous le choc. On ne fait pas ce genre de choses. Je suis sa femme, trancha-t-elle d'un ton implacable. Ouvrez-le. Un silence pesant s'installa. Carson vit la docteure Miller se rapprocher discrètement, sa mallette à la main. Le directeur du funérarium les regardait tour à tour, mal à l'aise, mais il s'exécuta en voyant la détresse de Sarah. « Madame Harrison, vous en êtes certaine ?» Elle acquiesça, les larmes roulant sur ses joues. « Faites-le. » À regret, le directeur déverrouilla les loquets des reins. Le couvercle s'entr'ouvrit dans un grincement sinistre, dévoilant le corps immobile de Richard Harrison, vêtu de son bel uniforme, les mains croisées sur la poitrine. Personne ne réagit d'abord, comme si chacun retenait son souffle. Finalement, la docteure Miller s'approcha, bousculant le protocole médical pour vérifier le pouls du chef. Au bout de 10 secondes interminables, elle écarquilla les yeux. « Son cœur bat !» lâcha-t-elle, la voix résonnant clairement dans la pièce. Faible, mais il est en vie. La salle explosa dans le tumulte. Sarah s'effondra littéralement contre sa sœur, mêlant rires nerveux et sanglots d'incrédulité. Des officiers accoururent, pris de court entre leurs réflexes professionnels et leur stupéfaction. Max poussa un aboiement triomphant, la queue agitée d'une joie soudaine. « Écartez-vous !» ordonna Miller. « Laissez-lui de l'air, appelez une ambulance tout de suite. » Carson avait déjà son téléphone en main et relatait cette situation impossible d'une voix blanche. Il ne quittait pas Parker des yeux. Ce dernier semblait décomposé, plus pâle qu'un cadavre. Loin d'afficher la moindre joie, il paraissait au contraire tétanisé, comme s'il assistait à la pire catastrophe de sa vie. « Laissez-moi le voir !» gémit Sarah, se ruant pour s'agenouiller près du cercueil. « Richard, tu m'entends ?» Aucune réponse claire, mais Miller confirmait une respiration, faible mais existante. En l'examinant plus attentivement, elle fronça soudain les sourcils, ayant repéré une petite marque au niveau du col de l'uniforme. « Détective Carson, venez voir. » Il s'approcha et découvrit un minuscule point de ponction, entouré d'une légère ecchymose. Rien qui ne saute aux yeux quand on prépare un corps pour une veillée funèbre, mais parfaitement visible pour un œil expert. « Ce n'est pas une trace de procédure d'embaumement, » chuchota Miller. « Et regardez, il y en a une autre, à l'intérieur du bras. » L'esprit de Carson fit aussitôt le lien. Des injections. Quelqu'un avait injecté un produit à Harrison, un produit suffisamment puissant pour simuler la mort, au point de tromper les secouristes. L'horreur de la vérité l'écrasa et on avait tenté d'assassiner Richard Harrison et on avait prévu de l'enterrer vivant. Le hurlement des sirènes retentit alors. Les ambulanciers pénétrèrent dans la salle à toute vitesse, guidés par Miller qui leur résuma la situation. On transféra aussitôt Harrison du cercueil à un brancard, installant un moniteur cardiaque qui confirma l'incroyable, un pouls extrêmement faible mais réel. Tension dangereusement basse, respiration irrégulière, pupilles à peine réactives. « Il faut l'emmener sur le champ !» lança le chef des ambulanciers sans perdre de temps. Sarah s'accrocha à la main inerte de son mari tandis qu'on l'emportait en direction de l'ambulance. Carson, lui, remarqua du coin de l'œil que Parker s'était éclipsé. Ce n'était pas vraiment une surprise. Cela ne faisait que renforcer ses pires soupçons. Il parcourut la salle du regard jusqu'à apercevoir l'agent Ramirez. « Jenny, je veux une équipe de police scientifique ici tout de suite. Cet endroit est une scène de crime. Que personne ne parte sans être interrogé. »« Une scène de crime ?» bafouilla-t-elle sonnée. « Une tentative de meurtre sur le chef Harrison. » Les mots provoquèrent un véritable électrochoc. Il ajouta « Et lancer un avis de recherche sur le sous-chef Parker. Il est désormais un suspect important. » Carson suivit l'ambulance jusqu'à l'hôpital de Riverside, Max installé sur la banquette arrière de sa voiture de service, le cerveau en ébullition. Si Harrison n'avait pas été victime d'un infarctus naturel, alors la rapidité de ses funérailles prenait tout son sens. On voulait l'enterrer avant qu'on ne s'avise d'examiner la dépouille. L'inconnu de la veille, James Marshall, devait s'assurer que Harrison ne se réveille pas. Le bruit que Carson avait entendu n'était sans doute pas le fruit de son imagination. C'était peut-être le premier signe que le chef reprenait conscience. À l'hôpital, Harrison fut transféré directement en soins intensifs. Carson arpenta la salle d'attente, passant divers coups de fil pour faire sécuriser le funérarium et la maison de la victime. Sarah, sous le choc, s'était assise dans un coin, Max couché à ses pieds, comme un rempart protecteur. Il fallut l'intervention de Carson pour convaincre la sécurité de l'hôpital de laisser entrer le chien, normalement interdit. Finalement, la docteure Levine, urgentiste, émergea après des heures qui parurent interminables. « Madame Harrison, votre mari est dans un état critique mais stable.
On a trouvé des traces d'un composé synthétique particulièrement puissant qui ralentit radicalement le rythme cardiaque et la respiration. Encore quelques heures de plus et elle n'acheva pas sa phrase. « Il va s'en sortir ?» implora Sarah, la voix brisée. « Difficile à dire. Le poison a causé un manque d'oxygénation sérieux. Il peut y avoir des dommages neurologiques. Nous lui administrons les antidotes appropriés, mais ce genre de substance est rare. Nous devons consulter des toxicologues spécialisés. Vous pensez que c'est récent ? demanda Carson. Au vu des analyses sanguines, la dernière injection remonte à environ 36 heures. Plusieurs petites doses auparavant, puis une dose plus forte pour déclencher cet état proche de la mort. Cela correspondait au moment où l'on avait annoncé la mort d'Harrison. Carson sentit un frisson lui traverser l'échine. On avait orchestré sa fausse mort, puis accéléré l'enterrement. Son téléphone se mit à vibrer. Un message de l'équipe scientifique restait au funérarium. Il venait de découvrir la pointe cassée d'une seringue incrustée dans la doublure du cercueil. Autrement dit, quelqu'un avait administré une autre dose alors que Harrison était déjà placé en cercueil ouvert. « Je veux des policiers devant sa chambre, 24 heures sur 24 », ordonna Carson à l'agent Ramirez dès qu'elle arriva. Personne n'entre sans un laissez-passer et un contrôle strict. « Bien, détective. » Les techniciens analysent aussi la maison de Monsieur Harrison. Elle hésita. Ils y ont relevé une effraction dans le bureau du chef. Le coffre-fort était ouvert et certaines liasses de documents manquent. Sans doute les dossiers sur le trafic dans l'Est. Et on vient de retrouver la voiture de Parker, abandonnée à la gare. Il a disparu. Carson n'était pas surpris. La fuite précipitée du sous-chef confirmait ses soupçons sur l'implication de Parker. Restait à savoir s'il en était l'instigateur principal ou juste un autre pion d'une conspiration plus vaste. Dans la chambre d'hôpital, la vie de Harrison ne tenait qu'à un fil. Les moniteurs bipaient en surveillant chaque battement, chaque inspiration. Sarah restait à son chevet, serrant la main inerte de son mari avec Max à ses pieds. « Il essayait de me dire quelque chose ?» confia-t-elle en voyant Carson entrer dans la pièce. Ces derniers temps, il rentrait très tard, prenait des appels dans son bureau avec la porte fermée. Je croyais qu'il était juste stressé par l'enquête sur la drogue. T'a-t-il mentionné des noms ? Des gens suspects au sein du service ? Sarah secoua la tête. Pas directement, mais il y a 3 jours, il est rentré plus tôt que d'habitude. J'étais dans le jardin et je l'ai entendu dire au téléphone « Je n'arrive pas à croire que ça monte aussi haut ». Quand je lui ai demandé, il a éludé. Pour Carson, ça monte aussi haut signifiait certainement qu'il avait débusqué un responsable de rang élevé. Le téléphone de Carson sonna. L'équipe scientifique au domicile d'Harrison signalait un point étrange. L'ordinateur du chef avait été utilisé alors même qu'il était censé être mort pour télécharger des fichiers. Parker était sans doute revenu en catimini, profitant du fait que la mort du chef monopoliserait l'attention. La nuit tomba. Carson se posta à la fenêtre de la chambre d'hôpital, contemplant la pluie redoublée. Sarah, épuisée, accepta finalement de rentrer se reposer. 2 agents en uniforme plus Carson montaient la garde. Max refusait catégoriquement de quitter la chambre. Vers minuit, la docteure Elizabeth Miller fit irruption, l'air sombre. « J'ai terminé les premières analyses sur l'aiguille trouvée dans le cercueil », annonça-t-elle. « C'est une variante de tétrodotoxine, modifiée pour réduire presque à néant les signes vitaux sans tuer vraiment. C'est extrêmement complexe et hors de portée du trafic local. On parle de gens qui savent exactement ce qu'ils font. » Carson, les mâchoires serrées, sentit la colère monter. Il voulait qu'il se réveille sous terre. Exact. Sans autopsie, personne n'aurait rien suspecté. Une agitation se fit entendre dans le couloir. Un officier entra, le souffle court. « Détective, on vient de retrouver le téléphone de Parker dans son bureau. » L'équipe technique a récupéré des messages effacés avec un certain Kingfisher. Ils évoquent le chef et quelque chose appelé « Opération Clean Sweep ». Kingfisher, ce nom parlait à Carson. Au début de l'enquête sur le trafic, Harrison avait évoqué un mystérieux Kingfisher, un distributeur d'envergure jamais identifié. Dites-leur de tout m'envoyer et de fouiller l'ordinateur du chef pour Opération Clean Sweep. À ce moment-là, un léger gémissement retentit. Carson tourna brusquement la tête vers le lit. Harrison venait de cligner des paupières, toujours absent, mais ses lèvres s'agitaient sans qu'aucun son ne sorte. Carson s'approcha, Max aussi, oreilles dressées. « Chef, vous m'entendez ?» Les yeux d'Harrison s'entr'ouvrirent, noyés de confusion. Il murmura un mot inaudible. Carson se pencha. « Poche ? Votre poche ? Votre veste d'uniforme ?» Un imperceptible hochement de tête, puis Harrison replongea dans l'inconscience. « C'est bon signe », déclara la docteure Miller en vérifiant ses constantes. Un bref moment de lucidité,
Il y a de l'espoir qu'il n'ait pas de dégâts cérébraux majeurs. Carson décrocha aussitôt son téléphone. Fouillait méthodiquement l'uniforme de cérémonie du chef, chaque repli, chaque couture. Moins d'une heure plus tard, l'équipe scientifique rappelait « Détective, on a trouvé une carte micro SD dans la doublure ». Carson ordonna de la lui apporter immédiatement, en toute discrétion. Pendant l'attente, il étudia les messages récupérés sur le téléphone de Parker. Tout s'emboîtait. Parker vendait des informations à Kingfisher depuis des mois, signalant les descentes imminentes, livrant l'identité des informateurs. Les derniers deux messages étaient plus graves. Harrison sait, il a des preuves, il faut l'éliminer avant jeudi. Rendez-vous FBI. Le FBI? Le chef aurait-il collaboré en secret avec les fédéraux? S'il soupçonnait une corruption profonde dans la police de Riverside, ça se tenait. Quand on lui apporta la carte SD, Carson l'examina sur un ordinateur sécurisé. Le contenu le glaça, de nombreux éléments reliant le trafic non seulement à Parker, mais aussi au juge Michael Collins. Ce même juge ayant relaxé des suspects clés sans explication. Plus terrible encore, les dossiers montraient que le maire Robert Hastings avait reçu des financements occultes via des sociétés écrans liées au cartel. Harrison avait tout réuni de façon méthodique, prêt à livrer ses preuves au FBI. C'était un dossier en béton. Un nouveau message de Ramirez interrompit Carson, brèche de sécurité à l'hôpital. Quelqu'un tentait de s'introduire en douce dans l'USI. Carson se redressa d'un bond, ordonnant aux gardes « Bouclez la chambre !» Pas même un médecin ne rentre sans vérification. Si Kingfisher était derrière tout ça, il n'allait pas abandonner après un premier échec. L'assassinat d'Harrison était vital pour eux. Soudain, les lumières vacillèrent avant de s'éteindre. Seule l'alimentation d'urgence conserva un faible éclairage orangé. Les machines bipèrent de façon erratique avant de se stabiliser. Carson se plaqua contre le mur, arme au poing. Max, adoptant un air de défense, « Ici le détective Carson », lança-t-il à la radio. L'USI est prise pour cible. Le chef Harrison en danger, besoin de renfort immédiat. Un grésillement statique lui répondit « Radios brouillée ». À travers le petit hublot de la porte, il vit un couloir empli d'infirmiers paniqués, de patients cherchant une sortie. Un véritable chaos, idéal pour qu'un intrus se faufile jusqu'à la chambre. Officier Mendez ne laissait personne approcher même en uniforme. « Reçu ?» fit une voix malgré une légère hésitation. Chaque minute paraissait une heure. Le téléphone de Carson vibra. Caméra de sécurité HS, 3 officiers en route. Suspect. Homme en blouse, masque chirurgical. Ce signalement correspondait à n'importe quel personnel soignant. Un mouvement dans le couloir attira son regard. Mendez se disputait avec un individu en tenue médicale qui semblait plus qu'hostile. D'un coup, l'homme sortit une lame et frappa l'agent, le blessant au flanc. Mendez s'affaissa en gémissant tandis que l'assaillant forçait la porte. Carson donna aussitôt l'ordre « Max, en garde !» Le chien se plaça entre la porte et le lit d'Harrison, toutes dents dehors. La porte s'ouvrit brusquement, dévoilant une silhouette masquée. Carson pointa son arme. Dans cette fraction de seconde, il reconnut la carrure, la posture. C'était Parker. « J'aurais dû me douter que tu ne serais pas loin », lâcha Carson. Le bras de Parker était taché du sang de Mendez et ses yeux trahissaient la haine. « Tu ne comprends pas où tu as mis les pieds, Carson. Ça nous dépasse tous. Lâche ce scalpel, mets-toi à genoux. » Parker poussa un ricanement amer. « Tu penses donc que je suis seul ? Cet hôpital est déjà infiltré. Tu as déjà perdu. » Presque en écho, des coups de feu retentirent de plus loin, suivis de hurlements. Parker en profita pour se jeter sur Carson, scalpel brandi. Carson tira, la balle atteignant l'épaule de Parker. Celui-ci chancela, mais resta debout, déchaîné par la douleur. Avant que Carson ait le temps de recharger, Parker se rua sur lui, les faisant chuter tous deux. Il tenta de lui planter la lame sous la gorge. Carson bloqua le poignet, luttant de toutes ses forces, les muscles tétanisés par la tension. « Tu aurais dû laisser faire », grinça Parker. Harrison devait mourir en paix. Et maintenant, vous allez tous y passer. Un éclair de fourrure brune et noire surgit alors. Max bondit, refermant ses mâchoires puissantes sur l'avant-bras de Parker. Le hurlement de ce dernier fit lâcher le scalpel, tombé au sol. Profitant de l'instant, Carson donna un coup de genou à Parker et l'assomma d'un coup précis au niveau de la tempe. À bout de souffle, il se releva, pointa à nouveau son arme. « Max, halte !» Le chien recula, gardant Parker à l'œil. Parker, blessé, crâne bourdonnant, regarda Carson avec un mélange de haine et de peur. « Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Kingfisher ne pardonne pas l'échec. »« Qui est Kingfisher ? Donne-moi son vrai nom. » Avant qu'il ne réponde, Carson vit le regard de Parker glisser derrière lui, empreint d'un sinistre soulagement. Trop tard,
Carson sentit un choc violent à l'arrière du crâne. Il s'effondra, la vue brouillée, son arme lui échappa. Dans ce brouillard, il distingua la silhouette d'un second homme grand, bien habillé, tenant un lourd réservoir d'oxygène comme une massue. « Finis-en », ordonna cet inconnu d'un ton glacial. Parker, déjà en train de ramasser le scalpel, obtempéra. Max, voyant la scène, bondit sur le nouvel assaillant qui riposta en l'assommant d'un coup parfaitement ajusté. Le chien s'écroula dans un glapissement atroce. « Non !» hurla Carson se jetant vers Max. Parker lui asséna un coup de botte dans les côtes, lui coupant le souffle. « Je t'avais prévenu !» grinça-t-il, brandissant la lame. « Vous avez déjà perdu ?» Carson, luttant contre la douleur et l'inconscience, vit le second homme s'approcher du lit d'Harrison sortant une seringue de sa veste. « Une petite complication de plus !» marmonna-t-il. Un arrêt cardiaque en pleine réanimation, rien de suspect. Malgré sa vision qui se brouillait, Carson reconnut la voix raffinée, légèrement accentuée. Le visiteur de minuit au funérarium, « Tu es Kingfisher ?» parvint-il à articuler. « Parmi d'autres noms ? Oui. » répondit l'homme, débouchant la seringue avec un calme glaçant. Parker maintenait Carson au sol, la lame tout près de sa gorge. « Et lui, on fait quoi ? La même chose. Une nuit tragique pour l'hôpital de Riverside. Leur plan semblait inéluctable. » Kingfisher approcha l'aiguille de la perfusion d'Harrison, prêt à injecter la dose fatale. Mais un bruit de gorge se fit entendre. Max, malgré son sang qui maculait son pelage, se relevait avec un courage insensé. Il se mit à tituber avant de trouver la force d'un dernier bond en direction de Kingfisher. Ce bref instant de distraction suffit à Carson pour frapper le genou de Parker et s'emparer de son arme. La salle explosa dans un tumulte soudain. La porte fut défoncée par des officiers accourant à la rescousse menée par l'agent Ramirez. « Police, lâchez vos armes !» Rien ne se passa comme prévu. D'un geste vif, Kingfisher planta la seringue dans le cou de Parker tout en le poussant vers les policiers. Les convulsions de Parker furent terrifiantes. Des cris retentirent, un chaos indescriptible. Kingfisher recula vers la fenêtre sortant un pistolet de poche. Carson, encore sonné, devina l'issue. Le criminel allait tirer. « À terre !» hurla Carson en se jetant sur Max pour le protéger. 2 tirs résonnèrent quasi simultanément. Kingfisher chancela, du sang imbibant sa chemise hors de prix. Ramirez, plus rapide, l'avait touché en premier. Mais le criminel avait pu faire feu. Carson sentit une brûlure insoutenable à l'épaule qui l'envoya rouler au sol. La pièce se mit à tourner. Il n'entendait plus qu'un bourdonnement, voyait vaguement des silhouettes se précipiter, des infirmiers accourir. Max gémit faiblement, essayant de se traîner vers Carson, son pelage maculé de rouge. Dans un souffle, Carson trouva la force de murmurer « Le chien ! Sauvé ! Le chien !» Puis ce fut le noir total. Carson se réveilla au son régulier d'un bip médical et à l'odeur forte de désinfectant. Son corps lui sembla lourd, son esprit embrouillé par les antalgiques. Peu à peu, ses souvenirs refirent en surface. La coupure de courant, l'attaque de Parker, la confrontation avec Kingfisher, le tir qu'il avait atteint à l'épaule, et Max, grièvement blessé. « Max !» fit-il d'une voix rauque peinant à articuler. « Il va s'en tirer !» Ces mots, prononcés d'une voix féminine apaisante, provenaient de Sarah Harrison assise près de son lit. Elle avait l'air éreintée, mais un calme déterminé se lisait dans ses yeux. Elle l'aida à boire un peu d'eau avec une paille. Le vétérinaire dit que Max a une côte cassée, une commotion, mais qu'il se remettra. Il est en observation de l'autre côté de la ville. Un élan de soulagement traversa Carson malgré la douleur qui irradiait son épaule. Et le chef ? Le visage de Sarah s'adoucit. Stable. Les médecins sont prudents, mais il a repris connaissance brièvement hier. Il a même demandé après toi et Max. Hier ? Répéta Carson, l'esprit confus. Combien de temps j'ai dormi ? Tu es resté inconscient, près de 36 heures, tu as perdu beaucoup de sang. La balle est ressortie d'elle-même, mais ta blessure était sérieuse. Parker, un voile de dureté passa dans le regard de Sarah. Mort. Le poison injecté par Kingfisher a agi très vite. Et Kingfisher, vivant, on l'a opéré, il sera jugé en bonne et due forme. Sarah referma les doigts sur un gobelet de café vide, le serrant si fort qu'il se déforma. Il s'avère que c'était le juge Collins Michael, celui qui a officié à notre mariage, celui qui siégeait depuis 20 ans. Lui et le maire Hastings ont été arrêtés ce matin. Le FBI avait déjà un dossier en préparation. Richard leur apportait la pièce manquante. Carson ferma un instant les yeux, accablé. L'idée d'un juge respecté et d'un maire aimé, tous deux achetés par le cartel, était un coup terrible pour Riverside.
et pour Harrison en particulier. L'argent corrompt, murmura-t-il simplement. Et Collins, Hastings, ils avaient probablement grand train de vie à entretenir. On frappa doucement à la porte. L'agent Ramirez entra, l'air aussi fatigué que Carson pouvait se sentir. « Contente de vous voir éveillé, monsieur ?» Elle tendit à Sarah un gobelet de café, puis poursuivit. « Vous voudriez un compte-rendu rapide? Allez-y. Le FBI a repris l'affaire en main. Au total, 17 arrestations ont déjà eu lieu, y compris 3 officiers de notre propre département. Le commissaire du comté fait aussi l'objet d'investigations. » Carson hocha la tête, nullement surpris par l'ampleur du scandale. Tout confirmait l'existence d'un vaste réseau criminel, une infection profondément enracinée dans les institutions de Riverside. « Collins parle, » reprit Ramirez. Il essaye de négocier une réduction de peine. Il affirme que Parker était le lien principal avec le cartel et qu'il a fini par embarquer Hastings quand la situation l'exigeait. Un éclair de tristesse et de colère brilla dans le regard de Sarah. Ainsi, Parker voulait se débarrasser de Richard parce qu'il se doutait que mon mari en savait trop. Elle se tut, la voix brisée. Carson devina que l'émotion se disputait à la fureur de la trahison. Et Linda finit par lâcher Sarah, une ride de douleur surgissant entre ses sourcils. « Linda ?» répéta Carson surpris. « Ma sœur, j'ai cru comprendre qu'elle avait fait partie de l'engrenage, mais... » Ramirez baissa les yeux, secouant la tête. « Nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet, pas dans les documents. » Sarah frissonna, comme si elle redoutait de nouvelles découvertes. Cependant, le récit officiel ne mentionnait pas son implication directe. La conversation fut interrompue par l'arrivée d'une infirmière pressée qui changea les pansements de Carson. Après quelques minutes, elle repartit, laissant la porte entr'ouverte. « Et maintenant » s'enquit Carson en s'asseyant avec précaution, la douleur lui arrachant une grimace. « Maintenant, le FBI boucle l'investigation. Mais on sait tous qu'il y a d'autres complices dans l'ombre » répondit Ramirez. Carson opina. « Je vais rester pour soutenir l'accusation contre Kingfisher et consorts. » Ramirez sembla hésiter. « Sœur, il y a quelque chose de plus, une nouvelle qu'on m'a chargé de vous donner. »« Quoi donc ? » ?»« On a trouvé un dossier très élaboré visant à vous compromettre, vous. Les documents recueillis chez le juge Collins prouvent qu'il comptait vous faire porter le chapeau si Harrison restait mort. Des relevés de comptes falsifiés, de prétendus témoins, des photos truquées. Tout était monté pour vous accuser de tremper dans le trafic. » Le souffle de Carson se coupa. Ainsi, non content de vouloir éliminer Harrison, il comptait aussi détruire la réputation de son meilleur élément afin de détourner les soupçons et de garantir leur mainmise. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» Ramirez jeta un regard vers Sarah puis poursuivit. « Ils n'ont pas eu le temps de le rendre public. Et heureusement, le chef Harrison avait préparé un dossier pour vous défendre au cas où. » Un mélange de rage et de gratitude traversa Carson. Harrison avait tout anticipé. Et lui, il n'avait rien vu venir. « Merci de me l'apprendre, Jenny !» Elle hocha la tête, manifestement soulagée de le savoir lavé d'avance de tout soupçon. La journée s'écoula sans autre événement majeur. Harrison demeurait inconscient la plupart du temps, mais les médecins annonçaient de l'espoir. Max, lui, résistait avec une ténacité surprenante. On en vint à soulever la possibilité de l'emmener à l'hôpital pour qu'il voie Carson et Harrison, tant son agitation était forte à la clinique vétérinaire. Les heures devinrent des jours, durant lesquels Carson luttait à la fois contre son infection, la douleur et l'angoisse de savoir si Harrison se réveillerait avec toutes ses facultés. Il dormait par tranches de quelques minutes, éreinté. Finalement, une clarté à l'aube vint pointer dans la chambre. Carson ouvrit un œil, entendant un léger tapotement à la porte. L'agent Ramirez se tenait là, les bras chargés de papier. « Détective, vous devez voir ça. Qu'est-ce donc ?» Les résultats complets de la toxicologie. Il confirme que Harrison a reçu de petites doses de poison pendant plusieurs semaines, sans doute dans son café du matin. Carson eut un haut le cœur. Ça veut dire que celui qui a empoisonné le chef le côtoyait régulièrement ? Exact. Nous avons trouvé des résidus du produit dans la cafetière du poste, précisément celle que seul Harrison utilisait. Elle avait été changée il y a 3 mois et seulement 4 personnes savaient quel café le chef aimait vraiment. Moi, Parker, l'assistante personnelle du chef, et Sarah, devina Carson. Sarah, qui se trouvait justement dans le couloir, entra en entendant son nom. Pas moi, évidemment. J'ai préparé ce café un nombre incalculable de fois, mais Linda était souvent chez nous. Ses mains se mirent à trembler. Non, ce n'est pas possible. Ramirez hésita, puis lui tendit un rapport. Nous avons retrouvé des transferts d'argent inhabituels vers le compte de votre sœur, et il semblerait qu'elle ait eu une relation avec Collins depuis environ 1 an. Le visage de Sarah se figea de stupeur et de chagrin. Linda,
sortait avec ce juge. Carson, qui avait pris le document, le parcourait. Tout indiquait que Linda Harrison, craignant peut-être le besoin d'argent ou attirée par les promesses de Collins, avait accepté de glisser jour après jour une dose infime de poison dans le café matinal du chef pour provoquer chez lui une faiblesse progressive. Mais comme Harrison tardait à renoncer à son poste, un plan plus radical avait été enclenché. Sarah, sous le choc, dut s'asseoir. « Comment as-tu pu nous faire ça, Linda ?» Carson posa une main réconfortante sur son épaule. « Je suis vraiment désolé, Sarah. » La porte s'ouvrit de nouveau sur la Dr Miller, le teint grave. « Pardonnez l'interruption, mais il y a un problème avec le chef Harrison. » En un éclair, Sarah se leva et partit en courant dans le couloir. Carson, malgré la douleur, se força à la suivre. La chambre du chef s'était remplie de personnel médical, tous affairés autour de lui. Les alarmes retentissaient, le respirateur artificiel émettait des bips affolés. « Il fait un arrêt ?» annonça quelqu'un. « Massage cardiaque ?» Les yeux agrandis par la terreur, Sarah se figea devant la vitre de la chambre stérile. Carson sentit un froid terrible l'envahir. Il se rappela toutes les fois où Harrison l'avait sorti d'affaire. La première fois quand il était ado, la dernière fois encore en le couvrant face à cette machination. « Tenez bon, chef !» murmura Carson comme une prière. Un médecin claqua la porte après avoir huilé un chariot de réanimation. Des secondes, puis des minutes, passèrent. On entendit « Clear !» Le corps de Harrison tressaillit sous le choc électrique. Le moniteur resta plat, implacable. On recommença, luttant avec acharnement. Finalement, un petit bip régulier réapparut et l'équipe médicale poussa un immense soupir. Son cœur est reparti, mais son état est excessivement critique, avertit la Dr Miller en sortant pour s'adresser à Sarah et Carson. Il semble avoir reçu une nouvelle dose du poison. « Quoi ? Comment ?» s'écria Carson sidéré. « Linda !» balbutia Sarah, réalisant l'inimaginable. Elle est venue tantôt, prétextant vouloir prendre la relève pour moi un moment. Un infirmier intervint. On l'a vu sortir précipitamment du service. L'horreur se lisait sur tous les visages. Sarah, livide, blêmit davantage, comprenant que sa propre sœur venait de tenter un ultime geste pour tuer Harrison. « Comment va-t-il » bredouilla-t-elle en regardant le chef toujours inconscient. La Dr Miller haussa les épaules, l'air désemparé. Nous avons tenté un protocole expérimental très agressif pour éliminer la toxine. Mais son système risque de ne pas supporter le choc. De plus, il manque cruellement d'oxygène au cerveau. Vous voulez dire qu'il pourrait ne jamais se réveiller ? S'étouffa Sarah. Ou alors, s'il émerge, il se peut qu'il ne se souvienne plus de rien, qu'il souffre d'atteintes cognitives lourdes. Nous n'avons aucune certitude. Ramirez revint en trombe, répondant à un appel radio. Linda avait été repérée dans le parking couvert, en train de prendre la fuite. Les officiers l'avaient interceptée. « Je dois lui parler », lâcha Sarah d'un ton sans appel. « Ce n'est pas conseillé », objecta Ramirez. « C'est ma sœur », répliqua-t-elle amèrement. « C'est elle qui a empoisonné mon mari. Je dois savoir pourquoi. » Carson opina. Il comprenait qu'elle avait besoin d'une confrontation, aussi douloureuse soit-elle. « On vous attendra dans le bureau de sécurité. » La pièce était minuscule, éclairée par un néon cru. Linda Harrison, menottée à une chaise, avait le regard rougi et fuyant. Lorsque Sarah entra, l'air vibra d'une tension atroce. « Comment tu as pu… » commençait à siffler Sarah d'une voix stranglée par la colère et la peine. « Sarah, je n'avais aucune idée. Collins m'a dit que ce serait juste pour le rendre un peu malade, qu'il prendrait sa retraite. Je ne voulais pas ça. » Les mots de Linda se bousculaient piteusement, et il n'y avait pas la moindre once de dignité dans sa posture. « Tu l'as empoisonné, jour après jour, dans son café », s'exclama Sarah. « Pour qu'il démissionne ? Vraiment ? Après, Parker est venu me voir hier. Il a menacé mon fils. Il disait que si je ne lui donnais pas la dernière dose, il s'en prendrait à Tommy. Je n'ai pas eu le choix. » Sarah la fixa, incrédule. « Tu aurais pu tout me raconter, à moi, à la police, à n'importe qui d'autre. » Linda fondit en larmes, énumérant pêle-mêle ses raisons. Besoin d'argent, relation intime avec Collins, la crainte de perdre la face. Mais ces justifications ne faisaient que souligner l'ampleur de sa trahison. Carson, resté sur le pas de la porte, ne sut que dire. Sarah secoua la tête en un geste de dégoût et de détresse. Elle se leva d'un bloc et sortit, incapable de supporter davantage. « Ça finit toujours mal, Linda », lança Carson avant de la suivre. « On ne marchande pas avec le diable sans en payer le prix. » Dehors, la nuit était tombée sur Riverside et les gyrophares, bleus et rouges, clignotaient encore dans le parking de l'hôpital.
La police y maintenait un bouclage serré. À l'intérieur, la plupart des officiers s'activaient pour sécuriser les lieux, recueillir des témoignages, tandis que d'autres s'entassaient dans les couloirs. Le lendemain, une aube grise et pluvieuse éclaira faiblement la chambre d'Harrison. Sarah, Carson et 2 agents montaient toujours la garde. Personne n'avait fermé l'œil. Les analyses médicales se succédaient, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. Soudain, la porte s'ouvrit à la volée, révélant un homme grand, en costume sombre. Il portait la raideur solennelle des services fédéraux. « Je suis l'agent spécial Thomas Reynolds, FBI. » Carson se redressa. « Je suppose que vous venez pour le dossier du chef. » Reynolds acquiesça. « Nous sommes au courant du rôle de Harrison. Il nous envoyait des informations sur le réseau criminel de Riverside depuis près d'1 an. Mais il refusait la protection pour des raisons de sécurité interne. » Carson ne put retenir une amertume. Il a donc tout supporté seul. Il s'en jugeait capable, répliqua Reynolds d'un air grave. Nous n'avions pas anticipé une tentative d'assassinat aussi sophistiquée. Ramirez, arrivé entre-temps, écoutait attentivement. Maintenant que Parker et Collins sont hors d'état de nuire, c'est bien plus vaste, poursuivit l'agent fédéral. Les ramifications s'étendent jusqu'à des financements terroristes, si l'on en croit certains documents. Carson le dévisagea effaré. Donc, la corruption dépasse largement nos frontières. Exact. Nous avons cependant besoin de votre aide pour prouver que les liens mènent jusqu'au commissaire Wilson. Le nom vrilla l'esprit de Carson. Wilson, le commissaire du comté, respecté de tous, qui contrôlait en grande partie la police de Riverside. Harrison en parlait dans certaines notes. Il soupçonnait Wilson depuis longtemps. Reynolds acquiesça. Vous comprenez pourquoi le chef a préféré la clandestinité. Trop de risques que Wilson ait des pions jusque dans nos propres rangs fédéraux. Maintenant, Wilson doit se douter que Harrison a survécu, dit Carson les sourcils froncés. Pas sûr, mais il l'apprendra tôt ou tard, répondit Reynolds. Et alors, il se sentira piégé. Sarah était restée silencieuse, accrochée à la main inerte de son mari, luttant contre les larmes. Elle regarda Carson. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Il expira, son bras blessé, le lançant encore furieusement. Terminer ce que le chef a commencé. 3 jours passèrent. Carson, sur ordre médical, avait quitté l'hôpital pour se reposer, mais on l'avait conduit dans un lieu secret. Il avait mission de collaborer étroitement avec le FBI pour attirer Wilson dans un piège. Wilson, de son côté, se montra prudent. Il débarqua à l'hôpital le 3e jour, entouré de gardes, avec un masque de sollicitude. L'idée était claire, vérifier l'état d'Harrison. Carson, tenant à peine sur ses jambes, était posté dans un véhicule de surveillance proche. Reynolds, lui, feignait de mener une opération d'envergure à l'intérieur du hall d'entrée, attirant l'attention pour que Wilson s'inquiète. Le téléphone sonna dans la chambre de convalescence d'Harrison. Le chef, branché à 1000 machines, l'attrapa d'un geste tremblant, sous le regard vigilant d'un médecin et de Sarah. Sa voix était presque un souffle. « Wilson, c'est Harrison. » Au bout du fil, le commissaire, manifestement stupéfait. « Richard, c'est un miracle. Les médecins disaient que j'ai pensé qu'il valait mieux que tu l'apprennes de ma bouche. » Harrison simula l'épuisement, tout en pesant ses mots avec soin. « J'ai repensé à notre dernière discussion, à nos investissements communs et à la documentation que je protégeais. » Un silence lourd s'ensuivit. Puis la voix de Wilson, plus basse, s'infiltra. « Quel genre de documentation ? Celle qui pourrait intéresser certains fédéraux, si jamais elle tombait entre de mauvaises mains, » murmura Harrison. « J'ai peur que Carson se mêle de trop près à nos affaires. » Une pause avant que Wilson ne réponde d'un ton froid. « J'y mettrai bon ordre. Repose-toi et ne t'inquiète pas. » L'appel terminé, Reynolds, présent en discret témoin, laissa échapper un rictus. « Parfait, nous l'avons. Il vient d'admettre à demi-mot une complicité dans vos manigances fictives. » Quand l'arrestation demanda Sarah la gorge serrée. « Dès qu'il fera un pas de travers, » affirma Reynolds. Le piège fut tendu autour du coffre à la banque où Harrison avait effectivement dissimulé des preuves irréfutables. Wilson, alerté de l'existence de ce coffre, envoya ses hommes pour tenter de récupérer son contenu. Mais le FBI avait déjà placé des agents pour les cueillir. Au petit matin du 4e jour, Wilson se rendit lui-même dans sa luxueuse demeure en bordure de lac. Les agents fédéraux y débarquèrent avec un mandat, preuves en main. Dans le salon, ils exhibèrent les relevés bancaires, les enregistrements audio, tout reliant Wilson au cartel. C'était la fin de sa respectable façade. Il fallut encore plusieurs semaines pour que le ménage complet soit fait. Des arrestations retentissantes eurent lieu.
Un conseiller du maire, un adjoint du procureur, 2 officiers supérieurs, le commissaire, tous gravitaient autour de Kingfisher, alimentant un réseau criminel d'ampleur nationale. Au bout de 6 semaines, un petit miracle se produisit. Le chef Harrison, désormais stabilisé, put enfin sortir de l'hôpital, même s'il avait besoin de suivi et de rééducation. Ses médecins n'en revenaient pas. Il était clair que, malgré une fatigue extrême et quelques troubles, son esprit demeurait alerte. Sarah ne s'éloignait jamais de lui, l'assistant dans le moindre geste. Carson, lui, récupéra plus lentement. Les reins affectés par sa perte de sang et un début d'infection le contraignirent à rester hospitalisé plus longtemps. Il garda des séquelles, surtout des douleurs chroniques, un souvenir cuisant de cette affaire. Max, fidèle à sa réputation de combattant, guérit le plus vite, malgré une boiterie résiduelle. Un matin d'automne, 6 semaines après ce funérail, qui n'en était pas un, eut lieu une petite cérémonie dans le bureau du maire par intérim, car Hastings était en prison. On y remit à Carson la plus haute distinction du département pour bravoure et dévouement extraordinaire. Harrison, s'appuyant sur une canne et aidé par Sarah, épingla lui-même la médaille sur le torse de Carson. « Je n'aurais pas pu réussir sans toi, fit-il sobrement, ni sans Max ?» Le chien, tout fier dans un harnais orné d'une médaille à son nom, remuait la queue, ravi. Après l'hommage, Harrison, Sarah et Carson s'éclipsèrent pour rejoindre un petit parc de Riverside. Les arbres commençaient à se teinter de jaune et d'orange. Max gambadait à son rythme, flairant les odeurs avec curiosité. Sarah avait préparé un petit goûter sur une table en bois. « Les médecins disent que je pourrais reprendre certaines fonctions légères le mois prochain », expliqua Harrison en lançant une balle à Max. « Mais je sens qu'il est temps de céder la place tôt ou tard. » Carson acquiesça, le regard lointain. « Notre service a besoin d'un renouveau, d'un nouveau souffle. La corruption a tout érodé. » « Justement, fit Harrison en retenant le chien d'un geste affectueux. « J'ai recommandé ton nom pour me succéder quand le moment sera venu. » Carson eut un sursaut de surprise. « Moi ? Mais... » Il se tut, se rappelant toutes les épreuves traversées. 1 an plus tôt, il aurait refusé net l'idée de prendre la tête du service. Mais après avoir découvert l'ampleur des trahisons et survécu à cette affaire, il se sentait presque prêt à assumer cette énorme responsabilité. Le département a besoin d'une autorité incorruptible, et c'est toi qui es le plus légitime, insista Harrison, posant une main paternelle sur son épaule. Carson s'autorisa un mince sourire. Les mois à venir s'annonçaient difficiles, marqués par la reconstruction, la nécessité de regagner la confiance de la population, l'envie de reformer une équipe plus juste, plus soudée. Pourtant, la présence de Harrison, de Sarah et de Max à ses côtés suffisait à ranimer un espoir inébranlable. Une brise légère fit tomber quelques feuilles dorées sur l'herbe. Dans le lointain, on entendait les cloches d'une église annoncer l'heure, non pas pour un enterrement, mais comme un rappel simple que la vie, elle, continuait. Riverside avait été défiguré par la corruption, mais grâce à un chien qui n'avait pas voulu lâcher le cercueil et à un officier qui avait su faire confiance à cet instinct, la vérité avait fini par éclater. « On y arrivera ?» souffla Harrison en serrant la main de Carson avec émotion. « Pas à pas, on va rebâtir !» Carson hocha la tête en regardant Max, qui joyeusement rapportait la balle. Il posa son regard sur Harrison et Sarah, un sentiment de profonde gratitude au cœur. Oui, un pas après l'autre, dans bien des crépuscules de la vie, on se retrouve à repenser aux choses qui importent réellement. La loyauté, la confiance et ces liens humains, ou même canins, qui nous préservent dans l'obscurité. À plus de 30 ans ou à 60, cette histoire de dogmes trahis et de chefs sauvés de la tombe nous rappelle que les institutions peuvent vaciller, que les personnes en qui on croyait peuvent décevoir, mais qu'il subsiste toujours un socle d'intégrité, un espoir que tout n'est pas perdu, et que certains héros se lèvent quand d'autres fuient. Max, le chien qui aboyait à s'époumoner contre un cercueil apparemment anodin, symbolise cette forme de sagesse ou de flair pour la vérité. Une vérité qui parfois n'apparaît qu'au prix d'un gigantesque sacrifice. Et c'est dans ces moments que se révèlent ceux qui refusent de baisser les bras, qui au lieu de se voiler la face, se dressent contre l'injustice. Pour ceux qui ont bâti une carrière ou une famille sur des valeurs d'honnêteté, ce récit offre un écho vibrant. Peu importe le nombre de menaces ou de mensonges qui nous encerclent, l'essentiel est de tenir bon et d'oser dénoncer ce qui cloche. Au final, la force ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité à se relever, entouré de ceux qui continuent de croire en nous. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits aussi immersifs.
Laissez un j'aime et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour de nouvelles aventures